tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me suivre bien? Bonsoir, monsieur Jacques. Oui, bonsoir, monsieur Jacques. On est là. Oui. Super. Comme d'habitude. Oui, bonsoir, monsieur. Nous sommes là. Super. Ok. Nous avons un peu fait 10 minutes de retard. C'était pour donner un peu de temps, surtout à nos amis qui seront retardataires. Je pense que 10 minutes, c'est déjà largement suffisant. Pour ceux-là qui ont l'habitude de participer à nos formations, que ce soit pour des formations gratuites ou payantes, on a cette habitude-là avant de démarrer un nouveau module, de prendre un peu la présentation et aussi le niveau de maîtrise ou bien de connaissance du module que nous voulons dispenser. Et sur la base de ça, ça permet au formateur de pouvoir savoir le rythme qu'il faut prendre, le niveau de détail qu'il faut vraiment faire pour faciliter la compréhension aux uns aux autres. Donc, sans plus tarder, nous allons nous présenter très rapidement et suivant l'ordre de présentation à l'écran. Donc, la présentation sera simple. Vous donnez juste votre nom et prénom et d'où vous êtes en train de nous suivre et aussi partager avec nous si vous avez quelques expériences ou bien de connaissances en lien avec le module que nous avons aujourd'hui, à savoir planification opérationnelle et outils de gestion de projet. Alors, on va commencer par le premier nom, Monsieur Aziz Mamam. Oui, et bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir à tous. Moi, c'est Abdul Aziz Maman Djibril. J'ai eu déjà quelques acquis en management de projet, en suivi évaluation, en planification aussi, de planification aussi un peu, mais pas de façon approfondie. C'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir pour approfondir ces connaissances. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Aziz. Madame Aïssatou Oussaman. Oussam, voilà. Est-ce que Madame Aïssatou est avec nous? Ok, on va passer au suivant, Monsieur Djibril Amadou. Bonsoir, Monsieur Jacques. Oui, bonsoir. Bonsoir, chers participants. Moi, c'est Djibril Amadou. Je suis à Djougou. Je suis un enseignant élu local au niveau du conseil communal de Djougou. Je dois dire que je connais de façon sommaire le domaine des projets. Donc, je pense que ma participation sera permettre de renforcer un peu ma connaissance. Ok, super. Monsieur Emmanuel Zinsou. Oui, bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir à tous. Zessou Finayo Emmanuel. Je suis à Caravi. J'ai quelques notions en matière d'élaboration des plans de travail annuels budgétisés. Merci. Merci. Monsieur Farah Marcel. Monsieur Kamano. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Farah Marcel Kamano. Je vous suis depuis la Guinée-Conakry, région Kankan. Vu que j'ai participé à pendant la formation de la 6e promotion, donc j'ai eu quelques notions de là des expériences de terrain. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ibrahim Souman. Monsieur Ibrahim Soumanou, vous êtes avec nous? Ok. Monsieur Karimo Bagoudou. Oui, bonsoir. Oui, Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonsoir. Moi, on m'appelle Karim Bagoulou.
Je suis responsable d'une ONG de la place. Je suis basé à Parakou. Et par rapport au thème, bon, j'ai travaillé quand même dans le monde du développement, notamment dans le développement communautaire. Et j'ai quand même quelques notions en matière de gestion de projet, de management de projet. Et voilà ce que je peux dire. Merci, Monsieur Et Karimo. ben, Oui, allez-y. d'accord. Ok. Si vous voulez, oui, je voudrais présenter la structure. Et je suis le président du conseil d'administration de l'ONG qui s'appelle le Centre de recherche et d'action pour le bien-être et la sauvegarde de l'environnement. Nous sommes basés à Parakou. Super. Merci. Merci. Oui. Monsieur Patia Hubin. Oui, bonsoir à tous. C'est Katia Urbain Abdelaziz, ingénieur de conception en hydraulique. Et j'interviens dans le projet COSO dans le Bénin. Ok. J'appelle à travers un bus où je suis en train d'aller dans la zone d'Azovert Oui. pour une mission d'impact environnemental Super. et social. Super. Donc, je vous suis à travers un bus. Super. Merci bien. Merci, Monsieur Hubin. En temps, Monsieur Tengiano nous a rejoint. Monsieur Tengiano, vous présentez rapidement. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Monsieur Marcel Tinkiano. Je suis ingénieur agronome de profession. Voilà, je suis en Guinée-Conakry. Merci. Ok. Merci, Monsieur Tengiano. Merci à tout un chacun. Déjà, je vais commencer par des remerciements parce que c'est pas facile. On est au milieu de la semaine, si je peux le dire ainsi, où tout est vraiment tout surchargé et nous devons certainement atteindre un certain nombre d'objectifs dans la semaine et on a sacrifié cela pour venir apprendre encore. Déjà, c'est une reconnaissance que nous voulons exprimer à votre endroit. Euh, le module que nous voulons présenter aujourd'hui, depuis que nous avons commencé ce parcours de compétences depuis la première promotion jusqu'à aujourd'hui la septième, c'est maintenant que nous avons essayé de modifier le cours. Sinon, avant, on parlait de planification et outils de gestion. Donc, on allait dans tous les sens. Donc, maintenant, nous avons décidé d'aller directement sur la planification opérationnelle puisque c'est beaucoup plus ça qui sera beaucoup plus utilisé par beaucoup d'entre nous. Donc, nous l'avons intitulé Planification opérationnelle et outils de gestion de projet par la pratique. Et avant toute chose, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Jacques Tayora, expert en numérisation et digitalisation, spécialiste en management de projet, suivi et évaluation. Actuellement, je suis le coordinateur national du CAIG, Crédit Achat Intrant Groupé, qui est un modèle de financement au niveau de la filière soja au Bénin. Donc, autre précision que je voulais apporter, cette formation n'est pas une formation qui est détachée ou bien une formation qui se veut être euh, une formation comme vous avez l'habitude de le voir sur la toile, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Ici, cette formation s'inscrit dans un parcours de compétences. Donc, nous offrons des parcours de compétences en management et suivi évaluation qui sont composés de 10 modules. Donc, et chaque année, nous avons 2 sessions de 6 mois. On vient de finir avec la 6e promotion il y a de cela quelques semaines et nous sommes en train d'entamer la 7e promotion qui vient de finir le premier module qui est en management de projet et conception et conduite de projet. Et le deuxième module actuellement, c'est planification opérationnelle et outils de gestion de projet par la pratique. Donc, après ce module, il y a 8 autres modules. Donc, c'est un parcours de compétences qui va durer pendant 6 mois. Donc, ceux-là qui sont intéressés par le parcours de compétences peuvent nous contacter à la fin. Mais vous avez la possibilité de choisir les modules qui vous intéressent dans les 10 modules et suivre spécifiquement ces différents modules. Donc, voilà le petit détail que j'ai voulu apporter ici. Peut-être au cours
de mon développement, il peut arriver que je puisse faire allusion à des cours précédents ou bien à des détails que j'avais donnés, donc que vous ne soyez pas surpris. Donc, c'est inscrit dans un parcours de compétences. Alors, nous aurons à travailler pendant 12 jours. Ce module est prévu pour 12 jours. Donc, nous allons commencer du 17, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire le 30 septembre 2025. Donc, nous allons travailler durant toute cette période avec 3 jours de pratique et tout le reste, 3 jours de théorie et tout le reste du temps, ça sera rien que la pratique. Maintenant, dans notre méthode de travail, c'est que sur la durée totale de déroulement de cours, on a 2 jours qui est gratuite, c'est-à-dire ces 2 jours, tout le monde peut participer. Donc, que vous soyez profane, que vous soyez du domaine, que vous êtes inscrit ou pas, vous avez la possibilité de suivre ces 2 jours. Mais à partir du 3e jour, seuls ceux-là qui ont payé régulièrement la souscription, soit pour le module, ou bien qui ont déjà payé la première tranche pour le parcours de compétences, seront autorisés à poursuivre avec nous jusqu'à la fin de ce module-là. Et après, notre module va suivre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui et demain, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut vraiment se connecter et suivre, intervenir, partager avec nous aussi des choses qu'ils voudraient que nous partagions ensemble et aussi régler beaucoup de choses s'il veut. Et pendant ces 2 jours aussi, c'est comme une porte ouverte, hein, parce que vous pouvez nous poser toutes les questions, nous soumettre toutes les situations, que ce soit en soirée ou en journée, nous serons disposés de vous aider gratuitement. Mais passer ces 2 jours, ça va passer à une consultation. C'est-à-dire, si vous avez besoin de notre aide, de notre appui, vous êtes obligé de pouvoir payer avant de bénéficier de ces services. Merci. Alors, quels sont les objectifs que nous poursuivons à travers ce contenu? Le premier objectif, c'est de vous amener à comprendre les rôles et les étapes de la planification opérationnelle dans un cycle de projet. 2, c'est de savoir organiser et séquencer les activités à l'aide d'outils pratiques, matrices d'activités, calendrier de Gantt, etc. D'identifier, estimer et gérer efficacement les ressources humaines, matérielles et financières d'un projet, d'élaborer un budget opérationnel simple et assurer son suivi, de découvrir et utiliser les outils numériques de gestion de projet comme MS Project, Trello, Asana, Kobo Toolbox. Donc, quand je parle de Kobo Toolbox, ça implique Kobo Collect, ODK, etc., etc. Nous allons parler aussi de Excel pour vous montrer comment développer vous-même votre propre tableau de bord pour pouvoir gérer votre projet. Et on a 3 tableaux de bord déjà conçus de A à Z qui sera offert gratuitement à tous ceux-là qui vont passer à la phase payante. Et je voudrais souligner que les logiciels aussi que nous allons utiliser seront aussi offerts à ceux-là. Et enfin, nous apprendre comment faire le suivi de l'avancement, gérer les imprévus et produire les rapports d'étape avec tous les logiciels que nous aurons à parcourir. Alors, ici, notre formation s'adresse beaucoup plus à ceux-là qui sont vraiment dans le domaine, à ceux-là qui sont dans l'action ou bien à ceux-là qui viennent de finir fraîchement la formation théorique à l'université parce qu'à l'université, on n'a vraiment pas le temps de faire la pratique parce que j'assiste aussi des docteurs et j'interviens aussi dans les universités et je sais les masses horaires qu'on donne, on n'a vraiment pas le temps d'aller dans la pratique. S'il faut aller dans la pratique, on ne pourra pas vraiment rester dans le programme. Donc, je sais très bien de quoi je suis en train de parler. Donc, ça sera une occasion de pouvoir pratiquer les différents outils et simuler nous-mêmes des cas pratiques que nous allons régler ensemble. Hein. Nous allons voir comment créer un formulaire, comment d'abord préparer une enquête, comment préparer un formulaire, comment tester un formulaire en milieu réel, que ce soit en tant qu'enquêteur ou bien en tant que superviseur, comment faire l'analyse pratique de données après la collecte de données, comment faire l'analyse, comment interpréter ces données, les stocker, les diffuser aussi. Tout ceci sera appris on va apprendre cela de manière pratique. Et la cible, c'est beaucoup plus les chargés de projet, les chargés de programme,
les chefs de projet, les étudiants, ceux-là qui sont vraiment passionnés par ce domaine. Maintenant, pour que ça puisse aller vite, c'est pour cela que j'ai fait ce petit exercice afin de pouvoir savoir quel est le niveau de chacun d'eux. Ça va me permettre de savoir à quel niveau de détail je dois atteindre pour vous permettre de pouvoir mieux comprendre. Donc, le minimum ici, c'est qu'il faut avoir des connaissances de base en gestion de projet, de maîtriser tout au moins l'outil informatique de base. Sinon, ça sera difficile parce qu'on aura manipulé des logiciels. Donc, si vous ne savez pas manipuler l'ordinateur, ça sera difficile. Déjà, la formation sera en ligne et si vous ne maîtrisez pas l'ordinateur, ça sera vraiment difficile. Il faut être à un niveau quand même de travailler en équipe. Donc, une bonne capacité à travailler en équipe parce que les outils que nous allons utiliser, ça sera des outils, il y a des outils de collaboration déjà. Donc, avoir des notions élémentaires en gestion du budget, à savoir le revenu et autres. Donc, expérience minimale de terrain aussi. Donc, il faut avoir aussi fait le terrain. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir aussi la motivation à apprendre. Si vous avez la motivation à apprendre, je pense que ça va primer sur tous les autres détails que je viens de citer. Donc, voilà un peu les, les préliminaires qui étaient vraiment très importants qu'il fallait faire pour pouvoir mettre chacun dans le bain afin que chacun puisse savoir dans quoi il est en train de s'engager. Alors, le contenu de cette formation gratuite se subdivise en 5 modules. Donc, je ne sais pas si on pourra terminer dans les 2 jours, mais on fera quand même l'effort. Nous allons faire de l'introduction à la planification opérationnelle. Nous allons parler des outils de planification opérationnelle. Nous allons parler de la gestion des ressources et du budget. Nous allons parler des outils numériques de gestion de projet et enfin parler du suivi et ajustement du plan. Donc, les autres, ça sera rien que de la pratique de tout ce que nous aurons vu. Donc, j'espère vraiment que le temps va vraiment nous permettre de pouvoir apprendre suffisamment au cours de ces 2 jours. Alors, pour entamer avec le module 1, déjà ceux-là qui nous suivent pour la première fois, j'aurai un moment d'exposé, un moment d'explication. Donc, vous allez, si vous avez un bloc-notes à côté avec un bic, c'est de noter les questions ou bien de noter aussi des points d'attention si vous avez des apports. Quand je terminerai, si vous avez des apports, peut-être des points que je n'ai pas touchés exprès ou bien par omission, vous pouvez revenir sur ça. Et s'il y a lieu de faire le débat, on va faire le débat. S'il y a des questions et autres, on va faire le débat à la fin. Alors, le module 1 porte sur l'introduction à la planification opérationnelle. On ne peut pas faire de la planification sans revenir sur quelques détails qui sont très importants. Il est vrai que nous les avons vus en management de projet, mais il est quand même intéressant de les rappeler de temps en temps. Nous allons parler ici de plan, de programmation, de programme et puis de projet. Ce sont les 4 éléments de base normalement quand on est en gestion de projet qu'on doit normalement maîtriser au bout du doigt. C'est très important. Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est un document de référence qui contient les diagnostics, les objectifs, les priorités, les stratégies, les plans d'action et moyens. Avant, la gestion de projet n'avait pas de base réelle. La gestion de projet était beaucoup plus basée sur la consommation budgétaire. On vous donne 1 million pour pouvoir réaliser un projet. Si nous venons, on constate juste est-ce que les 1 million ont été consommés. Si oui, c'est que c'est bon. C'était comme ça la gestion de projet. Et deuxième élément, la gestion de projet ne se base pas sur les contraintes réelles, ne se base pas sur le besoin d'une cible donnée. Le partenaire a des ressources, le partenaire affecte sous le coup de tête, on réfléchit sur quelque chose et on commence par exécuter. Et ça à l'aide de part et d'autre. Mais avec le temps, les questions commençaient par se poser parce qu'on commence par se demander à quoi servent ces longs investissements, ces ressources que nous mettons et qui ne nous servent à rien. Et c'est en ce moment que des réflexions ont été menées pour dire nous allons maintenant mieux orienter nos financements. Dans ce cas, il faut poser un diagnostic national afin de pouvoir ressortir tous les problèmes que nous avons. Faire un diagnostic afin de sortir toutes les contraintes par secteur
On prend par exemple le secteur de l'agriculture, les contraintes, le secteur de l'artisanat, les contraintes, le secteur de la santé, les contraintes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cela va faire objet de ce qu'on appelle un plan national de développement sectoriel. Donc, chaque secteur aura son plan national de développement. Ça veut dire quoi? Si un partenaire vient par exemple au Bénin et dit que j'ai 100 millions d'euros et que ces 100 millions d'euros, je veux impacter une cible donnée au Bénin dans tel secteur, les gens vont lui présenter quoi? Si c'est dans l'agriculture, par exemple, les gens peuvent lui présenter le plan national de développement agricole. On va lui présenter ça. Et il va prendre ce plan et regarder quelles sont les différentes contraintes que le secteur agricole au Bénin, quelles sont les différentes contraintes qui minent le secteur agricole au Bénin. Et là, il va dire telle contrainte, telle contrainte, telle contrainte, je me positionne là. Donc, un plan national ou bien un plan, c'est un document de référence où nous avons toutes les contraintes d'un secteur donné. Donc, ça éclaire les choix et oriente les interventions des acteurs. Donc, c'est ça qu'on appelle un plan. Alors, la programmation, c'est quoi? Avant même d'aller au niveau de la programmation, on peut classifier aussi le plan selon l'étendue et selon aussi la durée. Selon l'étendue, on peut parler de plan national, comme je l'ai dit, de plan sectoriel, de plan régional et de plan local. Donc, plan national, comme vous le savez, c'est le niveau macro. Sectoriel, on va parler des secteurs, par exemple, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'énergie, le secteur de la santé, c'est-à-dire d'un domaine précis, tout comme on peut parler de plan régional, c'est-à-dire là, on est au niveau départemental, ou bien un plan local, et là, on est au niveau local, au niveau communal. On peut parler aussi de plan selon la durée. Donc, on peut parler d'un plan à court terme, on peut parler d'un plan, quand c'est à court terme, c'est de 1 à 2 ans, un plan à moyen terme, c'est de 3 à 7 ans, et un plan à long terme, c'est de 7 à 20 ans. Vous allez entendre souvent des gouvernements, on va dire Bénin 2030, Bénin développement tel. Donc, chacun donne le nom qu'il veut à son plan selon la durée. Et ces plans-là s'actualisent parce que le plan que nous avons fait, par exemple, en 2020, en 2030 ne sera plus d'actualité. Donc, il faut reprendre encore les diagnostics et voici les contraintes de 2020 ont été résolues et qui ont peut-être donné naissance à d'autres contraintes ou bien ces contraintes-là continuent toujours pas persister et ce qui va donner lieu à un autre plan et les partenaires vont encore se positionner pour pouvoir apporter des solutions. Alors, on peut aller maintenant à la programmation. La programmation, en réalité, c'est l'étape pratique de la planification. Donc, c'est le fait de pouvoir traduire un plan en plusieurs programmes. Vous voyez, quand on a un plan, on a dit que c'est un ensemble de contraintes. Quand on va vouloir traduire maintenant chaque contrainte en une solution, parce que une solution, ça peut être un programme, une solution, ça peut être aussi un projet. Donc, la solution ici, quand on quitte du plan, va être nécessairement un programme. Donc, pour pouvoir arriver au programme, la technique qu'on utilise, c'est la programmation, puisque la programmation va nous permettre d'identifier à l'intérieur de chaque programme les projets nécessaires pour pouvoir atteindre les buts fixés. Donc, pour quitter du plan au programme, on est obligé de passer par la programmation parce que là, il faut casser chaque contrainte, il faut creuser chaque contrainte afin de pouvoir savoir quelle est la solution que nous allons donner à cette contrainte-là. Donc, ce que nous faisons là comme travail, c'est ça qu'on appelle la programmation. Maintenant, la solution que nous allons donner à cette contrainte-là, c'est ça qu'on va appeler programme. Et là, le programme va se définir comme un ensemble organisé de politiques, de procédures, de projets, de services orientés vers un but. Dans un programme, on parle beaucoup plus de buts et dans un projet, on va parler de objectifs. Donc, c'est un produit intermédiaire entre le plan et maintenant les projets. Donc, pour pouvoir quitter de plan à programme, il faut passer par la programmation. Pour pouvoir quitter de plan directement au niveau du projet, il faut passer par la programmation et puis par le programme. Alors, qu'allons-nous dire au niveau du projet? Un projet, c'est une entreprise d'abord planifiée, composée d'activités indépendantes et puis coordonnées. Quand on est dans le développement ici, on va dire que c'est un ensemble d'activités non répétitives, fonctions qui ont une fonction routinière et qui sont définies dans un
ensemble donné ou bien dans un temps donné que je voulais dire. J'ai donné un petit tableau ici. J'ai donné un petit tableau là pour pouvoir expliquer un peu. Quand on prend un plan, généralement c'est 10 ans au moins. Quand on prend un plan national de développement, c'est 10 ans au moins. Et là, à ce niveau, nous avons des orientations stratégiques. Nous avons la vision globale. J'ai pris un exemple. Quand on prend par exemple le secteur agricole, on parle de plan national de développement agricole. On va parler de 2025 à 2035. C'est un exemple que je prends, hein, et ça fait 10 ans. Donc, quand on prend la programmation, ça va faire de 2025 à 2030, ça fait 5 ans. C'est qu'on va découper le plan en des programmes concrets. Et au niveau de programme de développement, par exemple, de l'irrigation, qui est la solution, qui peut être, par exemple, de 5 ans, ensemble organisé d'actions coordonnées. Et puis maintenant, le projet de construction même qui va rester autour de 3 ans. Donc, voilà un peu ce petit rappel-là qui était très, très important. Deuxième rappel, c'est développement communautaire, développement local et puis développement communal. Ces trois types de développement sont souvent confondus. Tout à l'heure, nous avons entendu un des participants qui disait qu'il intervient dans le développement communautaire. C'est très important. Le développement communautaire, c'est quoi? Quand est-ce qu'on dit qu'un projet est un projet de développement communautaire? Pour qu'on dise qu'un projet de développement communautaire, il y a 3 éléments qui doivent forcément caractériser ce projet-là. Le premier élément qui doit caractériser ce projet, c'est d'abord la prise de conscience. La prise de conscience. Tout projet qui n'amène pas l'acteur à prendre conscience de sa situation n'est pas un projet de développement communautaire. On peut appeler ça projet de développement humanitaire ou bien un projet de développement d'entreprise peut-être. Mais un projet de développement communautaire commence toujours par la prise de conscience. Après la prise de confiance, il y a maintenant le renforcement de capacité, la connaissance qu'on apporte. Et la troisième étape, c'est que c'est l'étape même où l'acteur même doit avancer de lui-même, doit forcément évoluer de lui-même. Je prends un exemple pour vous expliquer c'est quoi le développement communautaire. On a des producteurs, par exemple, de riz qui ont l'habitude de produire leur riz d'une manière donnée et qui ne leur permet pas d'avoir un fort rendement. Ou bien je prends le cas de la filière soja, par exemple, que je maîtrise mieux. Les producteurs de soja, par exemple, qui n'ont jamais eu plus de 500 kilos dans leur production. Eux, c'est quand quelqu'un a 500 kilos, c'est qu'il est déjà satisfait. Alors que sous d'autres cieux, les gens vont même jusqu'à 2-3 tonnes à l'hectare, alors qu'eux, ils sont à 500. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'intervention qu'il faut faire là, si vous venez directement pour leur dire qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne savent pas produire, c'est pour cela qu'ils donnent les 500, les plus orgueilleux ou bien les plus impulsifs, très tôt vont vous attaquer. Donc, il faut les amener à prendre conscience que leurs techniques sont mauvaises. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut développer un champ d'apprentissage ou bien un champ d'école où vous avez divisé en deux, de telle sorte que à gauche, eux, ils vont faire leur propre pratique, ce qu'ils font souvent pour avoir les 500 kilos. Et à droite, vous allez faire ce que vous voulez les apprendre. Et chaque fois qu'ils veulent faire, vous êtes là. Et chaque fois que vous voulez faire, ils sont là avec vous. Ils font même avec vous. Et à la fin, vous comparez les rendements. Et vos rendements seront supérieurs à eux, leurs rendements. Et vous allez leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Très tôt, ils vont dire que votre technique est très bonne et c'est très apprécié. Donc, la campagne qui va suivre, vous avez utilisé des technologies, à savoir des intrants, à savoir aussi un certain nombre de techniques. Donc, sur le champ, ils ne vont pas être très tôt, ils ne vont pas décider très tôt de pouvoir déjà dépenser de l'argent. Donc, vous pouvez leur donner des kits et leur dire, OK, je vous donne des kits de démarrage, allez essayer dans vos champs. Et quand ça va marcher, ils vont dire, attention, ça veut dire qu'on produisait mal. C'est ça la prise de conscience. Donc, ils vont prendre conscience qu'en fait, que c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne technologie, ils n'ont pas les bons intrants. C'est pour cela qu'ils ont de très bons résultats. Il y a la prise de conscience. Donc, les renforcements de capacités vont commencer, des accompagnements vont commencer. Et à un moment donné, vous retirez maintenant tout l'accompagnement, que ce soit l'encadrement, que ce soit la poursuite des appuis et autres, et vous leur demandez eux-mêmes de le faire.
et eux-mêmes vont commencer par faire première année, deuxième année, troisième année, et quand le projet termine, ils ont déjà pris goût et ils vont continuer. Donc, c'est ça le développement communautaire. On amène les gens à se rendre compte d'eux-mêmes de ce qu'ils font. On les donne maintenant la capacité de pouvoir maîtriser ce qu'ils faisaient de mauvais et les coacher maintenant à les amener à résoudre par eux-mêmes le problème de manière durable. C'est ça qu'on appelle le développement communautaire. Et vous allez voir que à ce niveau, c'est un niveau communauté, c'est un niveau micro. Et c'est souvent des habitants d'un espace de même vie, c'est-à-dire ils sont souvent ensemble. Et l'objectif, c'est l'amélioration autonome des conditions de vie. Quand on parle, vous allez voir, quand c'est des projets de développement communautaire, on va parler d'amélioration des conditions de vie, autonomisation, ainsi de suite, c'est souvent ça. Donc, ce sont des processus initiés, maîtrisés par la communauté, axés sur les résolutions collectives des problèmes locaux. C'est ça qu'on appelle le développement communautaire. Au niveau du développement local, le développement local, là, ça va tenir compte d'un territoire. Ça peut ne pas être dans toute la commune. Ça peut être une partie d'une commune, c'est-à-dire une collectivité. Ça peut être des acteurs locaux d'une communauté et ceux-là vont travailler ensemble pour l'enrichissement économique et social et culturel qui sera durable pour leur localité. Par exemple, un quartier peut se lever et dire que nous, dans notre quartier, on va peut-être ouvrir une caisse où chaque maison va donner 200, qu'on va faire pendant un an. Après ça, nous allons réparer peut-être les voies, ou bien nous allons acheter peut-être des poubelles, ou bien nous allons faire ci, nous allons faire ci, nous allons faire ci. Donc, c'est un processus concerté et planifié, fondé sur la complémentarité des zones et la création, gestion et répartition de la richesse. Donc, c'est une partie d'un territoire, ça peut être d'une commune, ça peut être même d'un quartier, des gens qui se retrouvent, qui identifient un problème et ensemble décident de pouvoir peut-être mettre de l'argent de côté pour pouvoir valoriser ceci. Ça peut être soit pour l'enrichissement économique, social, culturel et autres. Maintenant, au niveau du développement communal, là, c'est niveau commune. C'est niveau commune, c'est-à-dire ça peut être au niveau de la mairie où la mairie décide par exemple de pouvoir créer une place publique quelque part. Et l'objectif de cette place publique, c'est de pouvoir répondre peut-être à un besoin de la jeunesse ou bien de répondre peut-être à un besoin d'une communauté donnée. Donc, c'est un processus dynamique autour d'un projet commun mobilisant des ressources et capacités locales avec pour rôle actif des pouvoirs publics dans l'animation. Donc là, à ce niveau, la différence entre le développement local et le développement communal, c'est qu'au niveau du développement communal, les élus locaux ont leurs yeux dedans. Ça peut être par exemple le maire, ça peut être le premier adjoint au maire ou bien les CA et autres. Eux, ils ont leur mot à dire dedans. Ils ont un accompagnement, ils ont un suivi, ils ont un droit plus élevé que tous les autres participants. Alors qu'un développement local, c'est des habitants seulement qui s'entendent pour pouvoir faire quelque chose. Donc voilà un peu la différence entre le développement communautaire, le développement local et puis maintenant le développement communal que je trouve vraiment très important qu'il faut connaître pour ceux-là qui aspirent vraiment à être des professionnels en planification opérationnelle. Autre élément, nous allons certainement nous poser, c'est quoi la planification maintenant? C'est quoi la planification? La planification de projet, c'est l'ensemble des activités qui permettent de définir, organiser, séquencer les tâches, de prévoir les ressources nécessaires et d'établir un calendrier afin d'atteindre les objectifs. La planification de projet est la deuxième étape du cycle de gestion de projet. C'est non, du cycle de projet. Désolé. Il y a une différence entre le cycle de projet et le cycle de gestion de projet. Donc, la planification ici, c'est la deuxième étape du cycle de projet, ou bien vous pouvez dire le cycle de vie de projet. Donc, la planification de projet consiste à déterminer, ordonner les tâches de votre projet, estimer la charge de chacune de ces tâches. Donc, pour ceux-là qui ont un niveau en management de projet, il y a ce qu'on appelle la logique d'intervention du projet. Dans la logique d'intervention du projet, nous avons l'objectif général, les objectifs spécifiques, les résultats et puis les activités. Donc, c'est au niveau des activités que nous allons casser ces activités-là en des tâches.
Et ce sont ces tâches-là que nous allons maintenant ordonnancer. Donc, quand on dit déterminer, c'est de pouvoir casser des activités en des tâches que nous allons maintenant ordonnancer. Cette tâche veut dire quoi? Nous allons mettre cette tâche-là dans l'ordre. Quelle est la tâche qui commence avant l'autre? Quelle est la tâche qui précède l'autre? Quelles sont les tâches qui vont commencer ensemble? Quelles sont les tâches qui vont finir ensemble? Et quelle est la dernière tâche de notre projet? C'est ça qu'on appelle ordonnancer les tâches. Ensuite, nous allons estimer la charge de cette tâche, c'est-à-dire quelle est la consommation en termes de ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières de chaque tâche. Donc, la phase de planification vise à définir comment le projet sera exécuté, surveillé et contrôlé, puis maintenant clôturé. Donc, il est très important que ces détails-là soient vraiment très bien notés. Et en termes de planification, nous avons 6 étapes. La première étape, c'est de pouvoir définir les objectifs et les résultats, autrement dit, la logique d'intervention du projet. Ensuite, se focaliser sur les activités pour les décomposer à travers l'outil que vous voulez. Mais ici, dans le cadre de cette formation, on va utiliser l'outil d'UVBS. Ensuite, on va ordonnancer ces activités, c'est-à-dire le séquençage, quelle activité commence, quelle activité finit, quelles sont les activités qui commencent ensemble, etc. Ensuite, estimer la durée et l'élaboration du calendrier. Ici, nous allons utiliser et le diagramme de Gantt et la méthode de PET et le chemin critique. Donc ça, nous allons voir ça beaucoup plus dans les exercices. Nous avons la planification des ressources humaines, c'est-à-dire l'affectation des ressources, élaborer le budget, analyser les risques, mettre en place un dispositif de suivi et évaluation et puis maintenant valider le plan de projet. Ici, le livrable de la planification de projet, c'est ce qu'on appelle le plan de projet. Et on ne peut pas parler de plan de projet sans la charte de projet. Donc, ces deux documents-là sont des documents sur lesquels nous allons nous baser au cours de cette formation. Nous allons voir comment élaborer une charte de projet, comment élaborer un plan de projet, puisque c'est dans le plan de projet que la planification se fait de manière détaillée. Au niveau des outils couramment utilisés, nous avons le diagramme de Gantt, nous avons la méthode de PET, nous avons le cadre logique que j'ai expliqué tout à l'heure, nous avons le budget prévisionnel, nous avons le tableau de bord, et là c'est Excel qu'on va beaucoup plus utiliser là, et nous avons beaucoup d'autres logiciels qu'on va utiliser. Alors, maintenant, nous avons expliqué la planification. Vous allez voir, je n'ai pas dit planification de temps ou bien planification de temps, mais j'ai défini la planification de manière générale. Maintenant, on va rentrer dans les spécificités. Le premier niveau de planification, c'est la planification stratégique. Quand on veut commencer une planification, la première planification qu'on fait, c'est la planification stratégique. Et cette planification se fait souvent par les décideurs. Si c'est une entreprise, ce sont les décideurs de l'entreprise. Si c'est une ONG, c'est le conseil d'administration de l'ONG. Si c'est dans un projet, c'est les partenaires techniques et financiers ou bien le comité d'orientation stratégique de ce projet-là. Voilà ceux qui font de la planification stratégique. Et la planification stratégique, c'est quoi? C'est de pouvoir donner les grandes orientations, c'est-à-dire quelle est notre vision. Ce projet-là que nous sommes en train d'exécuter, l'année 1, qu'est-ce que nous avons comme vision pour l'année 1? Pour l'année 2, qu'est-ce que nous avons comme vision? Donc, c'est de déterminer où l'organisation veut aller, où le projet veut aller. C'est d'identifier les grands objectifs à atteindre d'ici 2 ans, 3 ans, voire 10 ans. C'est de définir les axes stratégiques et les priorités d'action. Et enfin, c'est d'aligner les ressources sur les finalités globales. Donc là, c'est beaucoup plus des profanes. C'est beaucoup plus des personnes qui voient ce qu'ils veulent, mais qui ne savent pas comment le transcrire. Mais ils vont juste dire ce qu'ils veulent. C'est ça, la planification stratégique. Donc, ils vont essayer de dire ce qu'ils de ce qu'ils veulent. Donc, nous avons quelques éléments qui viennent aussi. Quand on parle de la planification stratégique, il y a la planification stratégique à long terme, c'est horizon de 3 à 10 ans en moyenne. La vision globale, donc ça doit être souple, ça doit être basé sur une analyse, c'est-à-dire ça peut être soit l'analyse FOM ou bien CEPO, ça dépend vraiment. Maintenant, pour faire de la planification stratégique,
La première étape, c'est l'analyse stratégique d'abord. L'analyse stratégique. Je fais cette virgule-là. Peut-être que les gens veulent forcément copier ce qu'il y a à l'écran. Quand nous allons finir, je suis en train d'enregistrer. Quand nous allons finir, nous allons partager l'enregistrement sur notre chaîne YouTube et vous pouvez là maintenant recopier à votre rythme tout ce que vous avez besoin à l'écran. Donc, je vous invite à beaucoup plus suivre et peut-être noter les questions. C'est ça qui va vraiment nourrir le débat que nous aurons à la fin. OK. Merci. Je ferme la parenthèse très rapidement. 2, c'est la définition de la vision et de la mission. Donc, quelle est la vision de l'entreprise? Quelle est la vision de l'ONG? Quelle est la vision de notre projet? Les missions. Formuler les objectifs stratégiques. Le choix des axes stratégiques. La définition des stratégies. La mise en œuvre et déclinaison. Et puis maintenant, suivi et révision. Ça, c'est le niveau macro. C'est ce que les décideurs font au niveau macro. Ça, on appelle ça de la planification stratégique. Maintenant, à ce niveau, les outils qui sont utilisés à ce niveau, nous avons l'outil SWOT, comme je l'ai dit, qu'on appelle en français forme, force, faiblesse, opportunité, menace. Nous avons l'outil PESTEL aussi, politique, économique, socio-culturel, technologique, environnemental et légal. Nous avons l'analyse des parties prenantes. Nous avons le Balancing Scorecard, donc pour décliner la stratégie en indicateur. Je prends un exemple. Une ONG qui intervient dans l'agriculture, par exemple. La vision peut être un monde où chaque producteur agricole vit dignement de son travail. Ça, c'est la vision de l'ONG. Et leur mission, c'est quoi? C'est d'améliorer durablement la productivité et les revenus des producteurs. Ça, c'est leur mission. Alors, quels sont les objectifs stratégiques d'ici 5 ans? C'est d'augmenter la productivité agricole de 40%. C'est de diversifier les sources de revenus de 60% des producteurs. Et 3, c'est de développer 3 partenariats stratégiques avec des institutions financières. De ces 3 objectifs stratégiques, on peut sortir aussi 3 axes stratégiques. Premièrement, formation et renforcement des capacités pour pouvoir augmenter la productivité agricole, accès au financement pour pouvoir diversifier les sources de revenus et aussi répondre à la question de partenariat et maintenant le développement durable et l'adaptation au changement climatique. Donc ça, par exemple, on peut appeler ça de la planification stratégique parce que ça, c'est ce que les boss se sont retrouvés et ils ont défini en tant que profanes. Eux, c'est leur vision. Maintenant, avant de quitter de la planification stratégique pour aller à la planification opérationnelle, il y a une planification au milieu qu'on appelle la planification tactique. La planification tactique consiste à traduire les grandes orientations de la planification stratégique en plan intermédiaire, généralement à moyen terme, c'est-à-dire de 1 à 3 ans. C'est-à-dire quand ils se sont retrouvés, ils ont dit les choses de la manière qu'eux, ils comprennent. Il y a un travail qui est fait, c'est-à-dire de traduire maintenant cette planification stratégique en une planification intermédiaire. C'est ça qu'on appelle la planification tactique. Ça veut dire là, nous allons transformer maintenant la vision, c'est-à-dire le monde où chaque producteur agricole vit dignement de son travail. Nous allons transformer maintenant cette vision-là en un objectif stratégique, en plan concret à moyen terme. Là, le programme commence par naître. Donc, définir les programmes ou bien les projets ou bien les actions prioritaires. Donc, en réalité, dans la pratique, si je prends le cas d'une ONG, quand le conseil d'administration se retrouve pour dire d'ici 5 ans, nous voulons que les producteurs qui sont membres de notre ONG, que ce soit vraiment des producteurs qui vivent dignement de leur travail. Et tout ce qui suit, quand ils finissent, le premier technicien de l'ONG, c'est lui qui va faire la planification tactique. Ou bien les premiers techniciens de l'ONG, c'est eux qui vont faire ce qu'on appelle la planification tactique. Donc, ils vont transformer la vision du conseil d'administration en des objectifs stratégiques. Ils vont à travers ces objectifs, ils vont décliner des programmes ou bien décliner des projets ou bien décliner des actions prioritaires à mener. Ils vont allouer les ressources de manière optimale puisque dans la planification stratégique, le conseil d'administration va
affecter des ressources. À eux maintenant de pouvoir savoir comment repartir ces ressources parce que eux, ils vont casser chaque objectif, les objectifs stratégiques en des projets, en des programmes et ils vont repartir ces fonds et servir aussi de passerelle entre la stratégie et l'opérationnel. Donc, il y a aussi des étapes aussi à suivre à ce niveau, à savoir, d'abord, ils vont analyser les orientations stratégiques, c'est-à-dire identifier ce qui doit être concrétisé à moyen terme, définir les programmes, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire des formations, des innovations, etc. Identifier les problèmes et les activités clés, c'est-à-dire les projets et les activités clés, la planification des ressources, la fixation des jalons intermédiaires, et puis maintenant mettre en œuvre ou bien coordonner les plans. Je prends un exemple toujours d'une ONG agricole avec une stratégie sur 5 ans. Donc ici, la stratégie, c'est d'améliorer durablement les revenus des producteurs agricoles. Donc, on a transformé la vision. La planification tactique. Le programme 1, c'est de développer les capacités techniques de 2000 producteurs. Ça, c'est le programme 1. Le programme 2, c'est de mettre en place 5 coopératives agricoles viables. Le programme 3, c'est de négocier 3 partenariats commerciaux pour l'écoulement des produits et les ressources. C'est 1 million d'euros sur 3 ans, 10 experts partenaires, 10 experts, des partenariats techniques aussi. Donc, voilà un peu ce qu'il faut noter. Quand on quitte là, on va tomber maintenant sur le vif du sujet, la planification opérationnelle. Donc, je pouvais commencer d'ici, mais j'ai trouvé important de vous amener dans ce monde-là pour que vous compreniez comment ça se passe jusqu'à ce qu'on tombe sur la planification opérationnelle. Donc, si vous avez souvent l'habitude d'être sur la planification opérationnelle, voici tout ce qui se fait en amont avant qu'on ne vienne à la planification opérationnelle. Donc, ici, la planification opérationnelle, c'est le processus par lequel une organisation ou une équipe traduit les orientations stratégiques et tactiques en actions concrètes. Puisque à ce niveau, à la planification tactique, on a déjà décliné les programmes et les projets. Donc, à l'opérationnel ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant de manière concrète. C'est ça ici. Donc, les objectifs ici seront de définir les objectifs stratégiques tactiques en des tâches exécutables, c'est de déterminer qui fait quoi, quand, où, avec quels moyens et à quel coût, d'assurer une bonne allocation des ressources humaines, matérielles et financières, de suivre et contrôler l'avancement du projet, d'identifier les risques potentiels et de prévoir maintenant des solutions. Donc, à ce niveau, il y a aussi des étapes. La première étape, c'est de pouvoir analyser les objectifs stratégiques et de comprendre ce que doit être réalisé à court terme. C'est de décliner maintenant les activités précises, c'est de faire du séquençage, c'est de faire l'élaboration du calendrier à travers, si c'est Gantt ou bien PERT ou bien Jalon, la planification des ressources, l'élaboration du budget, la mise en place d'indicateurs de suivi et maintenant la validation de mise en œuvre. Vous allez voir que ces différentes étapes résument les 5 modules que nous avons prévus pour cette formation. Alors, un exemple ici, j'ai pris dans le cadre d'une formation professionnelle. Les objectifs stratégiques, c'est de renforcer, par exemple, l'employabilité des jeunes. Donc, ici, au niveau de la planification opérationnelle, la première activité, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième activité, qu'est-ce qu'on fait? La troisième activité, qu'est-ce qu'on fait? Et puis maintenant, la quatrième activité, qu'est-ce qu'on fait? Alors, certainement, malgré tous les détails que j'ai eu à donner, peut-être d'autres se posent encore la question, quelle est la différence entre ces trois? La différence entre la planification stratégique, tactique et opérationnelle. La planification stratégique dit où aller, c'est-à-dire la vision, les objectifs globaux stratégiques. La planification tactique dit comment y aller, c'est-à-dire les programmes, les priorités à moyen terme. Et maintenant, la planification opérationnelle dit quoi faire maintenant et avec quels moyens. C'est tout. Quoi faire maintenant et avec quels moyens. Les acteurs clés dans la planification de projet, c'est-à-dire la planification opérationnelle, vous allez voir que tous les acteurs que j'ai cités là viennent depuis la planification stratégique jusqu'à la planification opérationnelle. On a le commanditaire, c'est-à-dire le partenaire, on a le chef de projet, on a l'équipe de projet, on a les bénéficiaires, on a le comité de pilotage,
le chargé de suivi et évaluation, et puis maintenant le partenaire technique et financier. Donc, tout cela intervient depuis la planification stratégique en passant par la planification tactique vers la planification opérationnelle. Si là, c'est clair pour vous, je pense que ça va nous permettre maintenant d'avancer sur maintenant quelques points d'attention en termes de planification. Alors, je l'avais déjà dit, c'est quoi une tâche? Une tâche ici sera vue comme un élément de base d'un projet. Quand nous sommes dans un projet, la colonne vertébrale du projet, c'est la logique d'intervention. Le premier niveau de la logique d'intervention en quittant du bas, ce sont les activités. Donc, ce sont les activités que nous cassons en des petits morceaux. Et ces petits morceaux, c'est ça qu'on appelle des tâches. Et ces tâches-là, quand on les regroupe et on les colle ensemble, c'est comme un puzzle. Quand on les colle ensemble, on doit forcément trouver l'activité finale à la fin. Et le résultat qui est attaché à cette activité doit être facilement décliné. Donc, nous devons noter 4 rôles de la tâche. Premièrement, ça permet de décomposer un projet en éléments gérables. Deuxièmement, ça sert à planifier le temps et les ressources nécessaires. Ça facilite le suivi et l'évaluation de l'avancement. Ça constitue la base du WBS, du Gantt Project et du suivi opérationnel. Sans tâches, vous ne pourrez pas faire de la planification. Vous ne pourrez pas faire le diagramme de Gantt. Vous ne pourrez pas faire du suivi opérationnel. Quand on finit au niveau des tâches, nous avons le calendrier du projet. Le calendrier du projet est une vue d'ensemble du projet. On voit un schéma qui est là et on voit par quelle activité on commence, quelles sont les différentes dépendances entre les différentes tâches, quelles sont les ressources qui sont rattachées au niveau de chaque tâche, quelles sont les tâches qui commencent ensemble et qui finissent ensemble. Ça, c'est le calendrier du projet. Le jalon, c'est quoi? Le jalon, c'est une date importante du projet. C'est une date à laquelle nous avons un livrable important du projet. C'est ça qu'on appelle le jalon. Donc, ce sont des points d'étape importants du projet, généralement associés à une réalisation de livrable. Donc, si je prends un projet de construction, nous avons peut-être la première étape qui est l'étude du sol, la deuxième étape qui est la fondation. Avant de quitter de l'étude du sol à la fondation, c'est qu'il faut qu'on valide l'étude du sol. Donc, on va valider l'étude du sol sur la base des documents. Donc, la date de validation de l'étude du sol est une date importante. Donc, cette date-là va s'appeler jalon. Quand nous allons aller à la fondation, avant de monter les murs, il faut valider la qualité de la fondation. Et la qualité de fondation va se faire avec des livrables. La date prévue de validation de la fondation va s'appeler aussi jalon. Donc, les jalons sont des étapes importantes, sont des dates importantes de notre projet. Et à cette date importante-là, nous avons forcément des livrables clés qui vont nous permettre de pouvoir quitter d'une étape à une autre étape. Et le budget du projet est l'estimation des coûts associés à la réalisation du projet. Donc, nous allons voir un peu plus loin comment on définit le budget d'une activité, d'une tâche ou bien d'un projet. Ensuite, nous avons la charte de projet et le plan de projet. La charte de projet, c'est un document qui autorise l'exécution du projet, qui autorise le démarrage du projet. Sans charte de projet, il n'y a pas de démarrage du projet. Et je l'ai toujours dit dans toutes les formations. Si vous êtes chef de projet, vous prenez fonction dans un projet, la première des choses, le premier document que vous devez demander, c'est la charte de projet, puisque ça vous protège. C'est ça qui vous montre que les parties prenantes sont d'accord. C'est ça qui vous montre que tout le monde est d'accord et que même l'État est au courant et que même le processus en amont qui devait être fait a été fait. Le plan de projet, c'est un document qui est élaboré après la charte de projet. Et on ne peut pas élaborer un plan de projet sans la charte de projet. Le plan de projet se concentre sur les détails opérationnels et de gestion du projet. Et ce document est écrit forcément par le chef de projet parce que c'est là qu'il va mettre en œuvre, qui va démontrer vraiment sa compétence et sa maîtrise du projet. Donc, à ce niveau, c'est le document même au cours de cette formation, c'est notre livrable, ça. Donc, à la fin de cette formation, vous devez être en même de pouvoir
élaborer aisément une charte de projet, élaborer aisément un plan de projet, parce que c'est là que nous allons estimer les coûts même de notre projet, nous allons estimer un certain nombre de choses. Donc, c'est les deux livrables de notre formation. Et je pense que même pour ceux-là qui vont aller à la phase payante, c'est l'évaluation. Ça, vous serez évalué sur la charte de projet, de plan de projet. Chacun de vous aura un projet, on va lui soumettre un projet comme d'habitude et vous allez élaborer la charte de projet et le plan de projet et après nous allons faire tout ce qui est planification. Élaboration maintenant d'un plan de travail. Nous sommes dans le module 2, outils de planification opérationnelle. Donc ici, à ce niveau, nous allons voir comment on élabore un plan de travail. Beaucoup plus ici, c'est pour pouvoir vous montrer comment séquencer tout ce qui est tâches, activités et autres. Alors, qu'est-ce qu'un WBS? C'est un sigle anglais, Work Breakdown Structure. Donc, c'est un outil visuel et hiérarchique qui découpe un projet en parties plus petites et plus gérables, je l'ai dit, en des petits morceaux. Donc, généralement, vous allez entendre les gens vous parler de organigramme de travaux ou bien arbre de tâches. Attention à ne pas confondre avec l'arbre de problème, l'arbre de solution. Ici, on parle de l'arbre des tâches. L'arbre des tâches, ça veut dire quoi? Le tronc ici, c'est le projet. Les grosses branches ici, on va les appeler les livrables ou bien les composantes. Et puis maintenant, les feuilles, les branches moyennes, on va les appeler les activités. Et puis maintenant, les feuilles ou bien les petites branches, on va les appeler des tâches. Donc, ici, à ce niveau, on va élaborer ce qu'on appelle l'arbre des tâches. Donc, ça, c'est beaucoup plus dans la pratique qu'on va vraiment apprendre tout ceci. Demain, on va vous montrer des exemples et autres pour que vous puissiez vraiment comprendre cela. Alors, si je prends par exemple un projet pour pouvoir organiser une formation de 3 jours par exemple, nous avons le niveau 1 qui est le projet. On va parler de formation en gestion de projet pour 30 participants. Le niveau 2, ça sera les livrables principaux. On aura par exemple besoin de la logistique, on aura besoin de continuer de préparer le contenu de formation, mobiliser les participants et puis maintenant le suivi évaluation réalisé. C'est ce que nous avons fait par exemple. Le niveau 3, ça sera maintenant les activités, c'est-à-dire on va aller au niveau de chaque livrable pour voir quelles sont les activités que nous allons mener pour pouvoir avoir ces livrables. Quand on prend par exemple la logistique assurée, pour assurer la logistique, il faut réserver la salle, il faut prévoir le matériel, il faut prévoir la restauration, les pauses café et il faut préparer le kit du participant. Au niveau du contenu de la formation, c'est qu'il faut définir le programme détaillé, préparer les supports PowerPoint et puis maintenant imprimer les documents de formation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment ça se fait. Ça, c'est un petit cas. Dans la pratique, vous allez au niveau de la logique d'intervention du projet, vous prenez chaque activité et vous posez la question pour chaque activité, comment on va les décliner en des tâches, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le chronogramme, c'est très important parce qu'on ne peut pas parler de planification sans parler de chronogramme. Un chronogramme ici, c'est un tableau calendrier qui représente la planification des activités dans un projet. C'est ça, j'ai donné un exemple en bas. Vous allez voir, on a identifié les participants en janvier. Donc, on coche, on met les mois en haut et puis maintenant les rubriques ou bien vous mettez activité. Vous libellez chaque activité, soit vous cochez, soit vous mettez des couleurs. Mais ça doit être la même couleur. Donc, c'est ça qu'on appelle un chronogramme. Les jalons, j'ai déjà expliqué les jalons. Ici, au niveau du diagramme de Gantt, j'en ai parlé tout à l'heure. Le diagramme de Gantt, on a des représentations aussi qui sont là. Donc, vous pouvez aussi vous mettre les couleurs au niveau de chaque date. Donc, ici, nous avons 3 méthodes. Nous avons le chronogramme, nous avons les jalons et nous avons le Gantt simple. Donc, c'est ça on a montré ici, le Gantt simple. Le diagramme de Gantt, c'est un outil graphique qui représente les activités du projet sur une échelle de temps avec une durée séquencée ou bien de dépendance. Alors, le calendrier, j'ai déjà déterminé cela de l'autre côté. Alors, quels sont les pièges qu'il faut éviter dans la planification? Le premier piège,
c'est de ne pas viser trop grand dès le départ. Donc, on a dit que le plan de projet, c'est un document vivant qui doit être ajusté au fil du temps. Donc, vous devez faire de telle sorte que, en faisant votre planification, de ne pas être trop ambitieux. Parce que si vous êtes aussi trop ambitieux, c'est pas du tout bon. Il faut vraiment prendre les choses à votre niveau, vous limiter surtout à votre expérience. Deuxième chose, ne pas repartir de zéro. Ça, c'est très important. En matière de gestion de projet, si vous avez déjà fait une bonne planification une fois, c'est que les autres fois, vous n'avez plus besoin de reprendre tout à zéro. Il vous suffit juste d'avoir le modèle et que chaque fois, vous ayez maintenant, vous rentrez dedans pour pouvoir modifier juste les choses. Et vous allez voir les outils en Excel, par exemple, on va vous donner des tableaux de bord et peu importe le projet dans lequel vous allez vous retrouver, le tout suffit juste d'aller juste changer seulement les indicateurs et tout va être visible au niveau de votre écran et vous allez continuer votre travail. Ça veut dire que normalement, si vous avez fait une bonne planification une fois, c'est que vous n'avez plus besoin de vous casser la tête pour les autres fois. Troisième chose, c'est d'éviter la paralysie par l'analyse. Donc, un plan trop détaillé peut ralentir l'exécution et compliquer le suivi. Hier, en management de projet, je disais à ceux qui étaient avec nous qu'en matière de définition des activités, si c'est un projet, le maximum c'est 3. Si c'est un projet, le maximum d'activités qui peuvent découler d'un résultat, c'est 3. Si c'est un programme, le maximum c'est 5. Parce que plus vous avez des activités, vous aurez plus de tâches. Et plus vous avez de tâches, vous aurez une planification dense. Et si vous avez une planification dense, vous aurez besoin de plus de temps que vous n'aurez pas, puisque le partenaire veut financer pour 5 ans. Donc, si vous avez beaucoup d'activités, vous aurez beaucoup de tâches et les tâches là seront tellement séquencées de telle sorte que vous aurez du mal à pouvoir les exécuter dans la mise en œuvre. Donc, vous devez tout faire pour trouver un juste équilibre entre détails suffisants et simplicité pour faciliter l'exécution et la prise de décision. Quatrième piège, ne pas élaborer un plan seul. Ça, c'est très important. C'est vrai, on a dit que le plan de projet est élaboré par le chef de projet. Il doit mettre en contribution aussi l'équipe de projet à travers peut-être des outils où il va prendre leur avis. S'il finit la planification, la présenter aussi à ses collaborateurs pour qu'eux-mêmes puissent donner leur avis. Donc, si vous élaborez seul votre planification, la probabilité est forte qu'il y ait beaucoup d'erreurs. La probabilité est forte que dans la mise en œuvre, que vous soyez confronté à plusieurs difficultés. Donc, faites vraiment attention à ces 4 pièges. Et ces 4 pièges-là sont partagés par expérience. Ordonnancement de projet. L'ordonnancement de projet, ici, je l'ai donné là-bas en définition. Ici, c'est pour aller dans les détails. L'ordonnancement d'un projet, ici, il s'agit juste de pouvoir planifier, ordonner, rationaliser l'ensemble des tâches nécessaires. Et pour parler d'ordonnancement d'un projet, c'est qu'il y a des thèmes qui sont très, très importants. Par exemple, le dictionnaire des précédents. Le dictionnaire des précédents, c'est un tableau qu'on élabore où on affiche les tâches et à l'intérieur, on donne les précédents de chaque tâche. C'est-à-dire quelle tâche précède l'autre. Quelle tâche précède l'autre. Cela va vous permettre de pouvoir élaborer après ce qu'on appelle le diagramme de PET ou bien d'appliquer la méthode de PET. Et là, ça va vous permettre de pouvoir déterminer ce qu'on appelle le chemin critique. Et le chemin critique, c'est quoi? Le chemin critique vous permet de pouvoir déterminer la durée maximale de votre projet. On suppose que vous ne savez pas, c'est vrai, le partenaire peut dire qu'il veut que le projet soit exécuté en 5 ans. Vous avez mis vos tâches. Mais il serait bon que vous ayez un outil qui va vous permettre de pouvoir savoir est-ce que les durées que vous avez affectées aux tâches, est-ce que cette durée-là, dans le temps, ça peut tenir dans les 5 ans. C'est le chemin critique qui peut vous donner cette information. Parce que ça va vous permettre de pouvoir savoir est-ce que vous êtes dans le temps. Et le chemin critique aussi va vous aider de pouvoir identifier ce qu'on appelle les tâches critiques. Les tâches critiques, ce sont les tâches dont si jamais vous augmentez même une seule minute sur cette tâche-là, c'est que ça va agir sur la durée globale du projet. Ça veut dire quoi? Si j'ai fini de faire ma planification et ça se tient effectivement sur les 5 ans
et que j'ai une tâche A, par exemple, qu'on appelle tâche critique, et que cette tâche-là devait se faire en 10 jours, et que par erreur, ou bien quelque chose est venu, j'ai fait l'activité là en 15 jours, ça veut dire que mon projet ne peut plus tenir en 5 ans. Ça veut dire que mon projet va tenir en 5 ans, 5 jours. Ça veut dire 5 ans plus le nombre de jours qui s'est ajouté. Donc, le chef projet, quand il finit de faire sa planification, il doit forcément déterminer les tâches critiques. Et les tâches critiques doivent retenir toute son attention parce que ce sont des tâches, si jamais il accuse de retard ou bien il finit un peu plus tôt, il ne pourra plus finir le projet à temps. Donc, il doit forcément avoir à l'œil ces tâches critiques. Et généralement, au niveau des tâches critiques, c'est là que nous avons aussi les livrables très importants. Parce que si ce livrable-là ne sort pas tel que prévu, ce n'est pas sûr que le projet puisse atteindre ses objectifs. Il y a aussi ce qu'on appelle les dates au plus tôt d'une tâche et les dates au plus tard d'une tâche. Tout ceci, nous allons voir ça dans un exercice demain, certainement. Donc, ici, nous avons la date au plus tôt et nous avons la date au plus tard. Donc, le nom, vous avez le nom de la tâche là et vous avez la date au plus tôt et la date au plus tard. Donc, quand vous avez une tâche là qui est reliée par une autre tâche, pour calculer la date au plus tôt de la tâche suivante, il suffit de prendre la date au plus tôt de la tâche précédente plus la durée de la tâche. C'est ça qui donne ici. Ça veut dire si vous voulez la durée de cette tâche-là, il suffit de prendre la durée qui sera ici plus les 6 et c'est ça qui va me donner la durée ici. Je vais plus expliquer ça ici. Par exemple, ici, vous voyez, quand c'est une tâche qui est reliée à une tâche, c'est très facile. Il suffit juste de prendre la date au plus tôt, parce que la date au plus tôt est à gauche et la date au plus tard est à droite. Donc, si je prends, par exemple, ici, si c'est une tâche qui est reliée, je prends la date plus tôt plus la durée de la tâche et c'est ça qui donne la date au plus tôt de la tâche suivante. Mais si j'ai une tâche comme ça et que deux tâches viennent là, en quittant de la gauche vers la droite, je prends la durée la plus élevée. Donc, si je fais par exemple 15 plus 8, ça va me faire 15 plus 8, ça me fait combien? 23. Je fais 10 plus 6, ça fait 16. Entre 23 et 16, qu'est-ce qui est plus grand? C'est 23. Donc, c'est 23 que je mets. Quand je fais de la droite vers la gauche, et de la gauche vers la droite, je prends le chiffre le plus élevé. Quand je fais de la droite vers la gauche, je prends le chiffre le moins élevé. Demain, rendez-vous, on va faire un exercice très intéressant sur ça pour que vous puissiez vraiment comprendre ces détails. Donc, c'est le cas ici, mais je vais vous épargner de ça. On va prendre tout le temps demain pour pouvoir le faire. C'est ici que je vais vouloir terminer, c'est-à-dire au niveau du module 3 sur l'estimation des coûts et allocation des ressources. On va donner moi encore 10 minutes et on va passer au débat. Estimation des coûts et allocation des ressources. L'estimation des coûts consiste à prévoir tous les coûts nécessaires. La voix est partie. Le micro était déchargé. On ne vous entend plus. Oui, c'est bon maintenant. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Voilà, le micro était déchargé. Merci d'avoir attiré mon attention. Nous avons quatre types de coûts dans un projet. Nous avons les coûts directs, c'est-à-dire les coûts qui sont directement liés au projet. Nous avons les coûts indirects, c'est-à-dire les coûts qui ne sont pas directement liés au projet, mais auxquels on attribue des tâches spécifiques ou bien qui vont contribuer à la réalisation des tâches spécifiques. Ça veut dire par exemple le loyer, l'électricité, l'assurance, etc., etc. Un instant, permettez-moi de charger l'autre qui est déchargé afin qu'on ne soit pas coupé à un moment donné. Voilà. Donc, ensuite, voilà, parce que je ne sais pas si le deuxième est bien chargé.
OK. Maintenant, nous avons les coûts directs, indirects et les coûts variables. Donc, les coûts qui vont changer selon l'avancement du projet. Si c'est une entreprise, par exemple, on peut parler de matières premières pour la production, etc. Nous avons les coûts fixes, les coûts, par exemple, qui ne changent pas. Location de salle, par exemple, location de véhicules, etc., etc. Donc, nous avons 4 types de coûts. Donc, dans notre projet, nous allons valoriser ces 4 types de coûts. Maintenant, nous allons voir comment on estime le coût d'une tâche dans un projet. Vous avez 3 techniques. Vous avez 3 méthodes pour pouvoir estimer. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez les tâches au niveau de la logique d'intervention, vous les cassez, les activités du moins, vous les cassez en des tâches, c'est que vous êtes appelé à pouvoir affecter ou bien allouer des coûts à ces différentes tâches-là. Donc, vous avez 3 méthodes à votre disposition. La première méthode c'est la méthode qu'on appelle la méthode analogique. Donc, c'est utiliser le coût des projets similaires. Ça se base beaucoup plus sur l'expérience. On suppose que vous avez travaillé dans un projet X et vous avez encore l'opportunité, le projet terminé, vous avez eu un autre projet Y qui était similaire, où vous avez des tâches similaires au niveau du projet X. Donc, pour pouvoir affecter les coûts à ce niveau, vous pouvez vous référer aux coûts, par exemple, que vous avez pris, par exemple, au niveau que vous avez donné ou bien que vous avez utilisé au niveau du projet X, au niveau du projet Y. Donc, si un projet de construction d'une salle de classe a coûté 10 millions, par exemple, construire une autre salle similaire coûterait approximativement le même montant. Donc, ça, c'est la méthode analogique, ou bien vous pouvez appeler ça la méthode comparative. Moi, je n'ai plus de voix, hein. Je n'entends plus rien. Oui, donc je disais que la deuxième méthode... S'il vous plaît. Oui. Et je voudrais demander à M. Ibrahim de bien vouloir fermer sa vidéo. Ok. M. Ibrahim n'a qu'à fermer sa vidéo parce que ça agit aussi sur la connexion. Ok, ok. Merci pour cette Est-ce que remarque-là. M. Ibrahim nous entend? Oui, oui, c'est bien fermé. Ok. Merci. Il y a un Merci, merci. Voilà. Merci pour cette remarque. Donc, nous avons la méthode paramétrique, c'est-à-dire si nous voulons acheter, par exemple, des ordinateurs à des collaborateurs, par exemple, et nous avons, par exemple, 20 collaborateurs, et nous savons qu'un ordinateur coûte 200 000. Donc là, il suffit de faire seulement juste 200 000 fois les 20, et nous avons les 200 000 fois les 20, ça va nous fait 4 millions. Donc, c'est ça la méthode paramétrique, c'est-à-dire il suffit juste de chercher le coût unitaire de ce que vous voulez faire. Vous pouvez demander par exemple sur le marché, vous pouvez demander peut-être à des collaborateurs, à des amis, à des proches, et sur la base du nombre, maintenant vous allez faire la multiplication. C'est ça qu'on appelle la méthode paramétrique. La troisième méthode, c'est la méthode de PERT, c'est-à-dire la méthode par 3 points. Ça veut dire quoi? Quand vous voulez estimer, vous voulez par exemple développer un logiciel, on suppose que dans le projet, on va développer un logiciel. Vous allez prendre le cas optimiste, le cas pessimiste et le cas le plus probable. Le cas optimiste, c'est le prix le plus bas, par exemple, auquel on peut développer le logiciel. Le prix pessimiste, c'est le prix le plus élevé auquel on peut développer le logiciel. Et le prix probable, c'est le prix qui se trouve entre le prix optimiste et pessimiste, c'est-à-dire un prix intermédiaire. Et quand vous avez ces 3 coûts-là, vous allez maintenant calculer le coût que vous allez affecter au développement du logiciel. Ça se fait comment? Vous prenez le coût optimiste plus le carré du coût probable, c'est-à-dire vous faites le coût probable multiplié par le coût probable, ça fait le carré,
plus maintenant le coût pessimiste, le tout divisé par le coût pessimiste. J'ai pris un exemple. On a dit le coût optimiste, ça fait 100 000. Le coût pessimiste, ça fait 300 000. Le coût le plus probable, ça fait 200 000. Donc, pour pouvoir trouver le coût de notre logiciel, ça va faire 100 000 plus 200 000 au carré plus 300 000 divisé par 300 000. On va tourner autour de 133 332. Donc, on peut encore majorer, estimer jusqu'à 140 000, 150 000. Mais on ne doit pas être loin du coût optimiste. Donc, voilà un peu comment il faut, les techniques qu'on utilise généralement pour pouvoir estimer les différents coûts dans la pratique. Soit vous utilisez un coût analogique, c'est-à-dire un coût comparatif basé sur vos expériences antérieures, un coût paramétrique basé sur le coût unitaire que vous allez demander sur le marché, ou un coût d'estimation peut-être, et là vous allez utiliser 3 cas, le cas optimiste, le cas pessimiste et le cas le plus probable. Donc voilà comment on fait de l'estimation. Ensuite, l'allocation des ressources. C'est par là que nous allons terminer. L'allocation des ressources consiste à attribuer les bonnes ressources, c'est-à-dire humaines, financières, matérielles, au projet pour que tout se déroule bien. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord identifier les ressources nécessaires. Donc, pour organiser une formation agricole, par exemple, il faut forcément chercher le formateur, chercher la salle et maintenant le budget. Donc, quand vous finissez d'identifier les ressources nécessaires, c'est qu'il faut évaluer la disponibilité. Ensuite, il faut attribuer les ressources aux tâches. Ensuite, maintenant, optimiser l'utilisation. Donc, un exemple concret, par exemple, en bas, organisation d'une formation. Nous avons la préparation du contenu. On a 2 formateurs, l'estimation du coût et puis maintenant la durée et un commentaire. Donc, c'est un petit tableau comme ça qu'on fait et c'est sur la base de ça maintenant qu'on peut maintenant faire tout ce qui est notre planification autour. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, demain, on va poursuivre avec la planification budgétaire et maintenant revenir sur notre cas pratique. Maintenant, je vais vous donner la parole et j'aurai aussi mon bloc-notes à côté pour recueillir vos questions et aussi noter aussi vos commentaires, vos partages d'expérience parce que je veux aussi apprendre de vous. Merci. À vous la parole, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent réagir, vous levez juste la main. Vous levez juste la main et on vous donne la parole. Commentaires, questions, préoccupations, partage d'expérience. Vous êtes libre vraiment d'intervenir. Vous levez juste la main, on vous donne la parole. Oui, monsieur Alpha Madou. Mamadou. Monsieur Alpha, vous avez la parole. Monsieur Alpha, vous avez la parole. Bonsoir dans l'ensemble. Oui, bonsoir. Moi, je réponds au nom de Alpha Mamadou Massandono. Je suis ingénieur de profession. En fait, j'ai suivi la formation quand même avec intérêt et sur les types de planification. Et en ce qui me concerne, j'évolue dans le domaine de l'ingénierie, mais j'ai décidé de créer une ONG. À côté, ma question est que, selon les types de planification que vous nous avez expliqués, oui, entre la planification stratégique, les 3 types de planification que vous avez cités tout de suite. Maintenant, si c'est dans le cadre d'ONG, supposons une ONG qui évolue dans le cadre éducatif, supposons avec les enfants, quel genre de planification faut-il utiliser? Quel type de planification je dois utiliser à ce niveau, selon les 3 types de planification?
opérationnelle, tactique et c'est ma question, ça. C'est bien noté, monsieur Alpha. Ok. Oui. Qui d'autre veut réagir, s'il vous plaît? Qui voudrait s'essayer un peu dans la réponse? Allô? Oui, allô? Oui, merci pour la question. Je demandais parmi les autres qui ont suivi le cours, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent essayer de répondre à notre ami? Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer? Oui, monsieur Apoyon. Oui, bonsoir, présentateur, bonsoir à tout le monde. Je pense que par rapport aux différentes planifications que vous venez de présenter, ce n'est pas lié à un domaine spécifique. Quel que soit le domaine, c'est qu'il faut passer par toutes les planifications, tous les types de planification qu'on vient de suivre. C'est ce que je pense. Ok, super. Merci pour la réponse. C'est exactement ça. Vous dites quel type de planification que vous allez utiliser en tant que promoteur de ONG. Ça dépend de votre position dans la structure. Si vous êtes par exemple technicien, je dis par exemple directeur exécutif, ça veut dire que vous êtes le premier technicien. Vous ne pouvez pas faire par exemple de la planification stratégique. Ce n'est vraiment pas possible. Mais si vous êtes par exemple président du conseil d'administration, monsieur Alpha, on va couper votre micro, quoi, ça fait du bruit. Voilà. Donc, si vous êtes par exemple président du conseil d'administration, ou bien vous êtes dans le conseil d'administration, vous, c'est la planification stratégique que vous allez faire. C'est-à-dire, quelles sont les orientations? Comment vous voyez votre ONG d'ici 5 ans? On est en 2025, d'ici 2030. Comment vous voulez voir votre ONG? Comment vous voulez positionner votre ONG dans le domaine de l'éducation? Puisque vous avez dit que votre ONG intervient dans l'éducation. Donc, comment vous voyez votre ONG d'ici 5 ans? Ça, c'est la vision, ça. C'est votre vision. Alors, quels sont les objectifs stratégiques que vous voulez vraiment atteindre? Donc, vous allez formuler les objectifs stratégiques, tout ceci. C'est vrai, à des sessions, normalement, le conseil d'administration, le premier technicien aussi participe afin de pouvoir donner à des moments donnés des spécifications techniques ou bien un point de vue technique pour pouvoir clarifier un peu un certain nombre de choses aux élus qui sont là. Donc, à ce niveau, quand les grandes orientations sont faites, qu'est-ce qui va se passer? Le premier technicien, après, va traduire vos grandes orientations là en des projets, en des programmes. C'est ça qu'on appelle la planification tactique. On suppose par exemple que les élus, quand ils se sont retrouvés, ils ont dit qu'ils veulent voir, qu'eux, ils souhaitent voir votre ONG être le leader des ONG dans le domaine de l'éducation. Voilà ce que eux, ils sont en train d'ambitionner d'ici 5 ans ou bien d'ici 10 ans. Ça, c'est une vision. Donc, vous, en tant que technicien, vous allez essayer de traduire cette vision-là en des projets et des programmes pour que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que leur vision-là soit vraiment atteinte. Et le fait de traduire, de faire découler des projets, des programmes à travers cette vision qui se sont faites là, en ce moment, vous faites de la planification tactique. Une fois que c'est fait,
il faut aller maintenant à l'opérationnel. Il faut chercher à réaliser ces projets-là. Et pour réaliser ces projets-là, il faut les planifier. Et cette planification, c'est ça qu'on appelle la planification opérationnelle. Donc, il n'y a pas un choix à faire. C'est un processus qui est lié. Donc, selon votre position, si vous êtes dans le conseil d'administration, vous faites la planification stratégique. Si vous êtes technicien, le premier technicien, vous allez faire la planification tactique pour aider la planification opérationnelle à l'équipe de l'ONG. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Donc, il n'y a pas un choix à faire dans cette planification. Dans votre ONG, vous avez besoin de 3 planifications. Maintenant, de votre position, vous allez faire une des planifications ou bien être au milieu. Ça dépend vraiment de votre position. Voilà. Monsieur Alpha Mamadou. Ok. Oui, j'ai suivi votre intervention avec brio et oui. J'ai pris note, j'ai saisi aussi. Super. Merci. Super. Merci vraiment. Merci. Pour l'éclaircissement. Merci. Je vois encore deux mains, M. Akwayon Bognon. Je ne sais pas si c'est une ancienne main ou bien c'est une nouvelle main. Il y a M. Emmanuel Zinsou aussi qui a levé la main. Oui, M. Emmanuel, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, M. Jacques, pour votre exposé. Je voudrais dire que la connaissance que j'ai eue jusqu'ici en matière de documents de planification, la hiérarchie que je connais jusque-là, c'est qu'on part du document de politique. Dans un pays, là, le document de politique, et dans l'autre pays, le Bénin, ça peut être le plan national de développement, PND. Après ça, on a les plans stratégiques de développement, et vous l'avez dit un peu, le plan stratégique de développement dans chaque secteur. Donc, chaque ministère s'occupe à élaborer son plan stratégique de développement. Et souvent, le plan stratégique de développement, des fois, les gens annoncent en même temps les plans d'action. Les plans d'action. Souvent aussi, les plans d'action sont carrément séparés des plans stratégiques de développement. Donc, pour ne citer que ceux-là qu'on élabore au niveau national, avant même de commencer par parler des programmes nationaux, c'est ce que je connais jusque-là. Maintenant, vous parlez de plans stratégiques, de plans tactiques et de plans opérationnels. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ces plans-là et les documents de politique que je viens de citer? Merci beaucoup. Merci, M. Emmanuel. Tout ce qui est politique et autres, tout ceci-là, on va les classer forcément dans les plans stratégiques. On va les classer forcément dans les plans stratégiques. Au niveau de la planification tactique, en réalité, c'est pour faciliter la planification opérationnelle. Parce que tout le monde n'a pas l'expertise de pouvoir comprendre la vision de ceux-là qui ne sont pas du domaine. Mais c'est comme quelqu'un que vous prenez, il ne sait pas comment faire la chose, mais il peut vous dire ce qu'il veut. C'est comme un client, par exemple, qui vient chez un potier pour lui dire, je veux telle chose. Il ne sait pas comment il faut faire ça. C'est comme ça la planification stratégique. Eux, ils voient ce qu'ils veulent. C'est leur vision, c'est ce que nous, on veut voir ça. Vous allez voir qu'au moment des planifications, quand on élabore les documents de planification stratégique, là, vous allez voir que ça vient de partout. Chacun dit seulement ce qu'il veut. De la manière dont ça va se passer, ce n'est pas ça son problème. Donc, chacun dit seulement ce qu'il pense dans la vision de voir les choses meilleures que ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, il faut un intermédiaire, il faut quelqu'un pour pouvoir
monnayer un peu, ou bien quelqu'un qui voit dans le sens que et qui peut encore monnayer ça. C'est ça la planification, la planification tactique. Pour que ceux qui seront à l'opérationnel puissent mieux comprendre. Ah, donc c'est de ça, là, ils étaient en train de parler en disant ceci, en disant ceci, en disant cela. C'est juste ça. Donc, vous allez voir, comme vous l'avez dit, au niveau, vous allez constater qu'au niveau des plans stratégiques que les gens élaborent et autres, les consultants comprennent, vous allez voir qu'à la fin, ce n'est pas de la planification opérationnelle. Ils appellent ça souvent action prioritaire. C'est souvent des actions prioritaires. Et quand vous lisez ce qui est là, vous allez voir que c'est la vision là, les axes stratégiques là, c'est ça, ils viennent détailler à ce niveau. Pour que celui qui va faire la planification statique soit plus pointueux, plus orienté et mieux détailler les choses pour faciliter la planification opérationnelle, ceux qui iront à l'opérationnel. Vous allez voir que généralement, ce sont les projets programmes qu'on peut dire qui sont à l'opérationnel parce que quand ils viennent, ils s'alignent au plan stratégique ou bien au plan national de développement. Tout est déjà fait. Donc, eux, ils vont juste se positionner. Et dans ce dans quoi ils se positionnent, c'est sur la base de ça que eux-mêmes, ils vont définir leur planification stratégique. Ah, voilà ce que l'État veut. Voilà ce que nous voulons. On va arrimer notre vision à ce que l'État veut. Ça, en ce moment, eux, ils sont en train de faire de la planification stratégique parce que là, ils sont en train de définir les grandes orientations. Et la chaîne se poursuit. Quand ils vont finir de dire tout ceci, les techniciens vont traduire ce qu'ils sont en train de dire là en des projets, programmes. Et c'est ça qui va faire objet de financement. Et quand le projet est bouclé et que le financement est disponible, on va commencer par recruter des prestataires. Ça peut être des ONG, des OPA, ça peut être des acteurs de la société civile, etc. pour aller maintenant à l'opérationnel. Donc, voilà un peu le lien que je peux faire. Donc, on est en train de dire la même chose. Ce n'est pas que je m'écarte de ce qui est en train d'être fait. Seulement qu'il faut faire la différence entre les actions prioritaires qui sont définies dans un plan stratégique et le plan opérationnel. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si M. Emmanuel a encore un commentaire. Oui, ça devient de plus en plus clair maintenant. Donc, si je comprends bien votre développement, je peux faire une analogie entre le plan opérationnel et le plan d'action, ou bien je me trompe? Ok. Merci beaucoup. Oui. Autre intervention? D'accord. S'il n'y a pas d'intervention, on va devoir s'arrêter là. Demain, on a un exercice qu'on devait faire ce soir. Donc, vu le temps, on ne l'a pas fait. Donc, demain, on va commencer par l'exercice, c'est-à-dire on va voir comment, à travers d'un tableau ou bien d'un dictionnaire de données, comment on élabore le graphe de PET afin de définir, afin de retrouver le chemin critique, comment retrouver les tâches critiques, comment calculer la marge libre, comment calculer la marge totale. Tout ceci, nous allons voir ça demain et poursuivre maintenant avec la planification budgétaire, le suivi budgétaire, comment on fait le suivi budgétaire, le suivi d'avancement de projet, tout ceci. Et si on a eu le temps, on va explorer un peu Gantt Project avant de se séparer. Donc voilà le programme de demain. Donc je nous prie vraiment d'être ponctuels pour qu'on puisse vraiment rester dans le temps. C'est le programme de demain ça. Voilà, merci à tout un chacun. On va demander à chacun maintenant de se retirer puisque normalement, selon notre programme pour nos amis de management, là, on doit normalement corriger un petit truc tout à l'heure avant de se séparer. Merci à tout un chacun. Donc, on se dit à demain. Demain, 20h00. 20h00, sans retard. À 20h00, demain, je démarre, sans retard.